Merci d'être fidèle. Bonjour. Plaisir. Je reconnais des visages. Voilà. Oui, alors après le cours la semaine dernière, j'ai subi une audition de la commission économique de l'Assemblée nationale. Et je dois dire que ça valait son pesant d'or. Voilà. Alors je crois qu'elle est accessible en YouTube. Ça vaut quand même la peine d'être vu, quoi. Voilà. C'est très instructif. On apprend beaucoup de choses. Voilà. Je vous le recommande. C'est pas le moment le plus heureux de ma vie, mais c'est... Voilà. Bref. No comment. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais continuer. Je vais parler de l'adversité comme levier d'innovation. Donc, je vais partir. Oui, je crois que c'est mieux si je passe. Voilà. J'arrive à le passer comme ça. Donc, en fait, c'est l'idée que, si vous voulez, on peut innover pour pallier à des ou bien pour contourner des réglementations trop contraignantes, ou pour échapper à la concurrence, ou parce qu'il y a des pénuries et qu'on veut pallier à ces pénuries en innovant. D'accord ? Et donc voilà, donc je vais parler de ça aujourd'hui, et je vais parler de ça sur des exemples historiques, puisque c'est un cours d'histoire. Alors, par exemple, lors de l'invasion russe du 24 février 2022, la résilience ukrainienne impressionne le monde entier, et confrontés à un adversaire supérieur militairement et numériquement, les Ukrainiens tiennent bon. Cette résistance doit beaucoup au développement de nouvelles armes adaptées aux nouvelles formes de conflit, notamment les drones. Et plutôt que de subir les contraintes matérielles, tactiques ou logistiques, l'Ukraine innove pour s'en affranchir. Voilà, bon, ça c'est un exemple récent. Mais en fait, si vous voulez, c'est vrai de tout temps. Les crises et les pénuries, loin de freiner le progrès technique, peuvent au contraire accélérer l'innovation. Alors, on pense aux situations difficiles, guerre, famine, manque de ressources, poussent les innovateurs à se surpasser pour répondre au plus vite aux problèmes qui surgissent. L'adversité se transforme donc en levier d'innovation technologique. La nécessité est mère de l'invention. D'accord ? Alors, je vais parler donc d'adversité-innovation, et après, je parlerai adversité, innovation et décollage. D'accord ? Alors, première chose, donc d'abord, on sait qu'on peut innover, on innove pour échapper à la concurrence. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on innove. J'ai un concurrent et je veux échapper à la concurrence, donc je me mets à innover pour échapper à la concurrence. Donc ça, c'est c'est déjà une... on peut vouloir innover pour échapper avec des réglementations. Par exemple, il y a des réglementations qui font qu'à partir de 50 employés, il y a toute une série de réglementations qui s'appliquent à vous, quand vous avez une entreprise de plus de 50 employés. Alors, par exemple, on peut dire, je veux pouvoir faire une innovation. Ça peut décourager des innovations qui vous permettent de passer juste le seuil des 50 employés. Mais en fait, j'ai fait des études récentes qui montrent que c'est vrai que ça décourage les innovations qui vous font passer de juste en dessous de 50 employés à juste au-dessus, mais des grandes innovations qui vous font grandir beaucoup plus, ça les encourage. Donc en fait, on voit une chose très intéressante, c'est que la présence de ces réglementations encourage des innovations qui sont significatives et qui vous font passer à beaucoup plus que 50 employés. D'accord ? Donc, il y a une manière de répondre, c'est de dire je ne vais surtout pas innover pour ne jamais passer au-dessus de 50 employés. Et l'autre, c'est de dire je vais innover pour être beaucoup plus gros que 50 employés, mais à ce moment-là, avec une innovation beaucoup plus profitable. Et on s'aperçoit, donc c'est des travaux récents que j'ai faits, qu'effectivement, cette réglementation des 50 employés, elle décourage les petites innovations incrémentales, mais elle tend à encourager des innovations fondamentales qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin, mais alors avec quelque chose de beaucoup mieux. D'accord ? Une autre idée qui est importante et dont je veux parler, c'est l'idée du changement technique biaisé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je peux vouloir diriger le changement technique. Ce n'est pas seulement que je peux innover plus ou moins, je peux décider de vouloir
biaiser le changement technique. Par exemple, je décide si je veux faire de l'innovation verte ou pas verte, par exemple. Donc l'entreprise ne choisit pas seulement l'intensité d'innovation, mais elle choisit également la direction de l'innovation. Est-ce que je vais innover vers des technologies vertes ou vers des technologies polluantes, par exemple, d'accord? Ou est-ce que je vais aller plus vers la recherche fondamentale ou vers le développement? Ou est-ce que je vais favoriser des innovations qui emploient des travailleurs très qualifiés ou des innovations qui conduisent à employer davantage de travailleurs non qualifiés? Donc à chaque fois, il y a l'idée que je peux diriger le changement technique. Ce n'est pas juste l'intensité du changement technique qui compte, c'est la direction du changement technique, d'accord? Voilà. Donc simplement, je voulais donner quelques idées de base au départ, et maintenant je vais parler d'histoire essentiellement. Mais c'est l'idée que, je peux vouloir innover pour échapper à des contraintes, et la deuxième, c'est que je peux vouloir diriger mon innovation. Ce n'est pas juste l'intensité de l'innovation qui compte, c'est la direction de l'innovation. D'accord ? Donc la concurrence et innovation, par exemple, je vous ai montré que des entreprises qui sont proches de la frontière technologique, c'est les entreprises en bleu, qui sont proches de la frontière technologique dans leur domaine, elles tendent à réagir à davantage de concurrence en innovant davantage, ce qui les fait croître davantage. D'accord ? Et donc, elles innovent, les entreprises proches de la frontière technologique, elles innovent pour échapper à la concurrence. Les entreprises orange qui sont loin de la frontière technologique tendent à être découragées par la concurrence. D'accord ? Alors, je vais maintenant passer vraiment à l'idée de pénurie, et je vais dire que voilà, donc l'idée que je veux développer là, c'est que, eh bien, la rareté d'un facteur de production incite à développer des innovations permettant d'économiser sur l'usage de ce facteur de production qui est rare, d'accord ? Alors, je vais devenir très concret. Et donc là, c'est un magnifique article de mon étudiant qui est devenu maintenant, qui a été prix du meilleur jeune économiste cette année 2025 et qui est prof à HEC maintenant, et avec un étudiant qui est Jean-Baptiste Chagnot et Clément Malgouir qui est lui au CREST, à l'École Polytechnique. Et donc, ils ont écrit ce magnifique article qui s'appelle « Échapper à la pénurie de travail ». De force de travail, innovation et capital humain après la Première Guerre mondiale en France. Voilà. Donc, la traduction française. Voilà. Donc, l'objectif l'idée de ce papier, c'est d'étudier la façon dont l'innovation réagit à une pénurie de main-d'œuvre, analyser si cet effet provient de différences initiales de capital humain, ou bien c'est la guerre qui a fait des différences. C'est-à-dire, est-ce que la guerre a fait une différence ou est-ce qu'il y avait déjà des différences préexistantes d'une région à l'autre? Et donc, c'est toujours la difficulté d'isoler un effet causal. Hein, d'accord ? On revient toujours à ça. Donc, le papier s'appuie sur un exemple historique de choc démographique, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, comme je sais qu'il n'y a pas une famille française qui n'a pas été touchée par la Première Guerre mondiale, donc je pense que vous avez tous des histoires à raconter sur l'impact de cette Première Guerre mondiale. Au total, c'est 1 300 000 morts, 3,4% de la population, mais surtout 15% des hommes entre 15 et 45 ans. Et ça, c'est les morts. Mais il y a des blessés, évidemment, 4 millions de blessés, et les victimes sont issues de toutes les régions de France. D'accord ? Donc ça, c'est le big picture, comme on dit, hein. Ces pertes frappent plus durement le secteur agricole. Celui-ci était très intensif en main-d'œuvre avant la Première Guerre mondiale. 40% des travailleurs exerçaient dans le secteur agricole. Les ouvriers agricoles subissent des pertes plus lourdes que le reste de la population. 20% sont tués, notamment en raison d'une plus forte proportion d'enrôlés parmi les ouvriers agricoles que parmi la moyenne de la population. D'accord ? Ils sont rarement employés dans des industries critiques où les ouvriers sont exemptés de conscription. Ça explique que davantage de conscription, davantage pour les ouvriers agricoles que pour des ouvriers d'autres secteurs. D'accord ? Ils occupent aussi rarement des postes d'officiers, moins exposés sur le front, et en raison d'un niveau d'éducation plus faible que la moyenne nationale. Donc ça les expose doublement, évidemment, au risque de perdre sa vie ou d'être... Voilà, donc ça, c'est un petit peu Au total, la Première Guerre mondiale entraîne une baisse d'au moins 14% de la main-d'œuvre agricole française. Au sortir de la guerre, l'agriculture française est donc confrontée à une pénurie de travail particulièrement aiguë. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On veut l'idée, le but de ce papier, c'est de mettre en évidence un effet causal de la pénurie de main-d'œuvre sur l'innovation. Alors, on peut tenter d'abord de comparer l'innovation dans le secteur agricole avant et après la guerre. Mais on risque alors de confondre l'effet de la pénurie de main-d'œuvre
avec d'autres conséquences de la Première Guerre mondiale, par exemple des destructions, des indemnités payées par l'Allemagne à la France, etc. Donc on veut pouvoir isoler vraiment l'effet de la pénurie, d'accord? Parce que la Première Guerre mondiale, il se passe plein de choses après la suite de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on veut pouvoir isoler l'effet de la pénurie, d'accord? Alors pour contourner ces difficultés méthodologiques qui vous empêchent de mettre en évidence un effet causal, les auteurs exploitent la variation du taux de mortalité des soldats d'un département à l'autre. On exploite ce qu'on appelle l'hétérogénéité. C'est toujours important, l'hétérogénéité. C'est toujours ça qui vous permet disons, davantage cerner un effet causal. Hein. Dans les départements où la mortalité a été la plus élevée, la pénurie de main-d'œuvre agricole est la plus aiguë. Donc, on va exploiter cette pénurie. Alors, on va regarder un petit peu la carte de la France. Et vous voyez cette carte-là, elle représente le nombre de... Elle vous indique la mortalité en pourcentage de la population dans chaque département, d'accord? Et en moyenne, vous avez un taux de mortalité de 3,38%, mais le taux varie selon les départements, d'accord? Donc, elle n'est pas liée à la proximité. C'est intéressant que la variation n'est pas liée à la proximité par rapport au front. Vous voyez, donc, par exemple, la Lozère, pourtant située loin du front, a été très durement touchée. 5% de sa population trouve la mort pendant la guerre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Lozère ici? Personne ne vient de Lozère? Bon. Voilà, oui, oui. QED? Oui, non. Alors, en revanche, les départements les plus ruraux sont également les plus touchés. Cela s'explique par le plus fort taux de perte chez les ouvriers agricoles. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça se voit géographiquement. D'accord? Alors, un problème un peu, je vais toujours mettre en évidence cette causalité de la pénurie vers l'innovation. Le taux de mortalité de chaque département pourrait être corrélé à des caractéristiques intrinsèques du département qui seraient là avant la Première Guerre mondiale, vous voyez? Et ces caractéristiques pourraient à leur tour avoir influencé le niveau d'innovation dans le département après la guerre. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose d'autre qui à la fois influe sur la population agricole et qui également influe sur l'innovation, mais que ce ne soit pas la pénurie elle-même qui soit source d'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un troisième élément, et ça évidemment, ça se met sur votre chemin, en travers de votre chemin pour établir une causalité. D'accord? Donc, par exemple, un premier article met en évidence une corrélation négative entre la proportion d'immigrés et la conscription. Un autre article vous explique que les soldats issus des départements les plus riches ont moins de chances de survie sur le front. Donc, il pourrait y avoir des choses de ce genre qui sont... C'est pas directement lié à la pénurie, quoi. D'accord? Des caractéristiques qui ne sont pas liées à la pénurie. Alors pour s'assurer que quand même on va cerner un effet causal, on va inclure des contrôles. Vous voyez, on dit je vais régresser innovation dans tel endroit en fonction de la mortalité pendant la guerre ou de la variation de la mortalité dans cet endroit. Je vais contrôler, c'est-à-dire que je vais ajouter des contrôles et je vais contrôler pour ces fameuses caractéristiques qui caractérisent le département avant la guerre de 14. Comme ça, je sais que j'isole les faits. Vous voyez, quand je dis je contrôle, c'est-à-dire que je mets dans mon équation de régression tout ce que justement je ne veux pas, je veux mettre de côté, d'accord? Donc, et je vais construire un indicateur également de mortalité plus robuste. Ça va être le surplus de mortalité, d'accord? Je vais regarder le surplus de mortalité et je vais régresser l'innovation sur le surplus de mortalité. Alors, d'abord, les contrôles relatifs aux caractéristiques qui préexistaient avant la guerre. Qu'est-ce qu'il y a comme contrôle? Donc, on prend en compte une variable dans le modèle pour éviter de confondre son effet avec celui de l'indicateur qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la pénurie, et je veux l'effet de la pénurie sur l'innovation. Et je ne veux pas que ce soit... je veux mettre de côté les caractéristiques intrinsèques des départements, d'accord? Donc, par exemple, comme contrôle, la proportion de jeunes hommes dans la population dans le département, la proportion de personnes nées à l'étranger dans la population dans ce département, la densité de population dans le département, la part du secteur agricole dans le département. Et tout ça, je vais contrôler pour tout ça. D'accord? Alors après, il faut construire un indicateur de mortalité plus robuste. Et donc, qu'est-ce que c'est que le surplus de mortalité? C'est-à-dire, en fait, il est construit à partir de la mortalité réelle, mais il neutralise la part de cette mortalité qui est liée au taux de conscription, au PIB par tête, et à la distance à la frontière, ce n'est pas la frontière technologique, c'est la distance, je pense, à la frontière avec l'Allemagne, probablement, hein, on est d'accord.
Moi, j'ai toujours cette blague que j'ai écrite avec Acemoglu, un article sur la distance à la frontière, en lui faisant traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ce n'était pas la même frontière dont il se passait. La première était technologique, la deuxième, elle était héroïque, je dirais. Oui. Gros morceau à faire traverser. Bon, voilà. Donc, c'est intéressant parce que je vais dire, voilà, il y a une mortalité prédite, vous voyez, qui est prédite par le taux de conscription, le PIB par tête à distance à la frontière avec l'Allemagne, et moi je regarde l'écart de mortalité de ce département par rapport à ce qui aurait été prédit par ces éléments-là. Et c'est ça que j'appelle le surplus de mortalité. Et c'est l'effet de ça sur l'innovation que je vais regarder. D'accord ? L'indicateur est standardisé, donc voilà, bon, ça c'est là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là-dessus. Donc on a une nouvelle carte maintenant avec le surplus de mortalité, excess mortality, et qui est similaire à la carte précédente. La Lozère fait toujours partie des départements où le surplus de mortalité est le plus fort, d'accord ? Et voilà. Donc, évidemment, un surplus de mortalité plus forte. Vous voyez toujours la mortalité, c'est l'écart en fait de la mortalité observée et ce qui aurait été prédit par des caractéristiques du département. Ce surplus de mortalité plus fort est synonyme de pénurie plus aiguë de main-d'œuvre agricole. D'accord ? Donc vous avez une pénurie. Et l'idée, c'est de dire, cette pénurie a une double conséquence. Ça veut dire d'abord que si on ne fait pas d'innovation, eh bien, vous avez une baisse de l'offre. Et comme vous savez, les prix, c'est déterminé par l'offre et la demande. D'accord ? Vous connaissez, vous devriez être député. Alors moi, oui, j'ai une théorie. Il y a beaucoup de députés qui connaissent rien à l'économie et qui ne lisent pas. Alors je propose que ça devienne l'Assemblée nationale ici. Vous êtes d'accord ? Allez, hop. Voilà. Non, c'est incroyable, je veux dire, c'est incroyable. Allez, ne manquez pas, allez voir ça. Non, mais c'est vraiment hallucinant. Vous savez que je n'endors pas depuis une semaine. Hallucinant, hallucinant. Alors, ils m'ont sorti, il y en a un qui m'a sorti, oui, tu as eu le prix de la Banque de Suède, parce que c'est des banquiers, tu es un banquier, tu es petit-fils de banquier, donc c'est très limite d'ailleurs quand tu dis ça. Hein. T'es petit-fils de banquier égyptien ou je ne sais pas quoi, donc évidemment c'est une banque qui te donne le prix, ça n'a rien à voir avec c'est un prix d'une banque et c'est la banque qui a décidé parce qu'ils trouvent que tu es bon, tu as des gènes de banquier et donc tu mérites un prix de banquier, quoi. Voilà. C'était d'un niveau, ça c'est le niveau, mais il y avait, enfin bref, c'était pas le niveau le plus bas, quoi. Il y a eu encore pire. Mais... J'adore, non mais c'est merveilleux. Non, c'est tragique en même temps. On rit, mais c'est horrible. C'est horrible. Bon, voilà. Bref, c'était quand même très limite de dire des choses comme ça. Très limite, je ne veux rien dire. Bon, hausse plus forte des salaires agricoles. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que vous avez une pénurie de main-d'œuvre agricole. Si je ne change rien, l'offre baissant par rapport à la demande, ça fait monter le prix du travail agricole, forcément. D'accord ? Donc ça devient plus coûteux d'embaucher des ouvriers agricoles. Et puis il y a une hausse de l'adoption de machines agricoles pour remplacer le travail humain devenu rare et cher. D'accord ? Donc on a besoin d'importer des machines agricoles. Donc ça devient très coûteux, quoi. Donc voilà. Donc à technologie constante, ça devient très, très compliqué de faire du travail agricole dans ces départements. D'accord ? Donc il y a tout d'un coup une incitation à du progrès technique, parce que le progrès technique va vous augmenter la productivité du travail. L'idée, c'est de dire, j'ai peut-être moins d'ouvriers agricoles, mais je vais les rendre plus productifs en innovant. Et c'est ça que l'innovation va vous permettre. Je vais compenser la pénurie par de la technologie nouvelle qui va augmenter la productivité de ces ouvriers. Et donc, je vais pouvoir à nouveau devenir compétitif, parce que sinon, ça me coûte tellement cher de produire que je ne suis plus du tout compétitif. D'accord ? Voilà, l'idée est bête, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est de la mettre en évidence et de s'assurer que ce qu'on a bien vu, c'est cet effet-là et pas d'autres effets qui sont des effets de contrôle. Alors voilà, donc je continue. Alors, hausse plus forte des salaires agricoles, l'offre étant inférieure à la demande, les prix s'ajustent à la hausse. D'accord ? Lorsqu'on étudie les données, on observe une corrélation positive entre la mortalité, donc le surplus de mortalité, hein, entre la mortalité et l'évolution des salaires agricoles entre 1904 et 1924, là où la mortalité est plus grande. Alors, est-ce que là, c'est la mortalité ou le surplus de mortalité ? C'est la mortalité tout court. D'accord. OK. Mais je pense qu'on aurait la même avec le surplus de mortalité, je pense. On a une corrélation positive, donc c'est pas équivalent. Vous voyez, l'économie, ça fonctionne quand même. Vous voyez, donc, voyez, si vous voyez qu'on a un surplus de mortalité et que les salaires baissent, vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Le diagramme, il faudrait que vous-même fassiez ce genre de raisonnement. Vous dites, oui, là, il y a quelque chose, on m'a raconté un truc qui n'est pas juste. La pénurie de main-d'œuvre conduit à une pression à la hausse donc, des salaires ruraux.
jusqu'à ce que la demande s'ajuste à l'offre. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, les prix augmentent, donc la demande pour des travailleurs baisse et elle s'ajuste à l'offre. C'est toujours ça, c'est les prix qui équilibrent l'offre et la demande. Hein. C'est très important, l'offre et la demande. Voilà. Bon, et beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà, enfin, bref. Oui, c'est numéro 1, cette première session de l'Assemblée nationale. L'offre et la demande. Très bien. Bon, hausse de l'adoption de machines agricoles pour remplacer le travail humain devenu rare et cher, d'accord? Donc, on observe également une corrélation positive entre mortalité et l'évolution du stock de machines agricoles entre 1892 et 1929, vous voyez? Donc, on voit bien que là où il y a plus de pénurie, le stock de machines agricoles augmente, d'accord? Donc, ça, c'est très une chose. Alors, il y a, à partir de sondages sur les matériels agricoles locaux, 3 matériels considérés comme des machines agricoles, les faucheuses, les moissonneuses lieuses. Moi, je les connaissais batteuses, mais pas lieuses. C'est nouveau, non? C'est sympathique, les machines lieuses. Vous connaissez, vous? Et les sémoirs mécaniques. Les semoirs. Voilà. C'est très sioux, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, les départements à forte mortalité adoptent donc plus de machines agricoles. D'accord ? Ils connaissent donc une substitution du capital au travail suite au changement des coûts relatifs, puisque le coût du travail devient plus important relatif au coût du capital, évidemment. Non seulement, je m'adapte en substituant du capital, en faisant venir davantage de capital. Bon, tout ça vous paraît. Hein, quel est l'effet de ces changements sur l'innovation? Pour le moment, tout ce qu'on dit, c'est que on s'adapte en important des machines agricoles, en achetant des machines agricoles, je change mon stock de capital, mais est-ce que je vais changer quelque chose à ma technologie? Et donc, c'est de ça dont il est question dans cet article. Donc maintenant, on va regarder l'innovation, et une des manières de mesurer l'innovation, c'est par les brevets. Alors, les brevets, c'est toujours une mesure incomplète d'innovation. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites dans des garages et ou qui ne sont pas brevetées, d'accord? Mais c'est une des mesures. D'autres mesures, c'est les nouveaux produits, voilà, il y a différentes mesures, mais enfin, une, c'est quand même les brevets. Et donc, ce graphique représente l'évolution du nombre de brevets déposés pour 100 000 habitants par an, d'accord? Et on voit qu'évidemment, pendant la guerre, les brevets, et ça, c'est donc, ça, c'est au niveau national, hein, c'est en moyenne. Et donc, on voit qu'évidemment, il y a une chute du nombre de brevets, évidemment, pendant la guerre, mais vous voyez qu'après, ça rebondit. Vous voyez, c'est intéressant, c'est qu'il y a en moyenne un rebond de l'innovation après la guerre. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des guerres pour innover plus. Hein. C'est vrai qu'on est un peu là, Draghi va se dire qu'est-ce que je peux faire pour mettre en œuvre mon plan, mais je ne recommande pas des guerres quand même. Hein. Bien qu'on a la guerre ukrainienne quand même, qui est là, à nos portes. Voilà. Donc, donc ça, c'est déjà, on voit qu'au niveau national, il y a un rebond de l'innovation au niveau national. Alors, je continue. Le nombre de brevets est stable avant la Première Guerre mondiale, comme vous le voyez, c'est le 1. Il chute significativement pendant la guerre, et bien ensuite, il rebondit rapidement après 1918, et il dépasse son niveau initial pour se stabiliser autour de 1,5 fois le niveau de 2013. Donc c'est intéressant quand même qu'il y ait eu vous voyez, ce rebond de l'innovation. Voilà, on continue. Alors, si on compare la France aux États-Unis, beaucoup moins touchée par la Première Guerre mondiale, on observe que la France est en bleu. Vous voyez, on observe que le rebond fait plus que compenser la chute du nombre de brevets provoquée par la guerre. Donc, vous voyez, là, il y a une chute. Je n'arrive pas. Voilà, là, il y a la chute française par rapport aux États-Unis, d'accord? Mais ensuite, il y a une inversion, vous voyez, et que la France va innover. Eh bien, en termes de brevets, eh bien, on produit plus de brevets, c'est par rapport à la population, évidemment, on divise par la population, hein, la population moins nombreuse que les États-Unis, eh bien, on a une intensité d'innovation juste après la guerre qui est plus importante que les États-Unis. C'est sympathique quand ça arrive, il faut le signaler quand même. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, hein, je dois le dire. Voilà. Voilà, donc c'est intéressant de comparer également. Voilà, donc je continue. Comment s'assurer qu'il s'agit bien d'un effet causal? Eh bien, on va exploiter la variation de la mortalité excessive d'un département à l'autre. D'accord? Donc on va revenir, on continue, on fait tout doucement. Ce graphique-là représente l'effet moyen d'une hausse, je dirais, d'un écart type. Comment on pourrait définir un écart type d'une manière simple? Je le reste sur la parce que j'ai demandé, voilà. Donc, parce que je voulais mettre un truc moins, c'est très technique un écart type, je vous dirais, enfin c'est une hausse d'une unité, mais on va voir de quelle unité, de surplus de mortalité sur le nombre de brevets. Et on voit qu'il y a un effet, si vous voulez, on voit que, eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que, on voit que, en fait, ici, vous voyez un effet
positif de l'effet moyen d'un écart type. Vous voyez, il n'y a pas d'effet avant, le surplus de mortalité avant la guerre n'a pas tellement des variations d'effet, mais cette même augmentation a un effet après la guerre, d'accord? C'est ça qu'on montre là, d'accord? Donc voilà. Alors je regarde, comme attendu, l'effet n'est pas significatif, donc l'effet d'un écart, d'une hausse, d'une unité, après je dirais ce que c'est que cette unité du surplus de mortalité sur le nombre de brevets, vous ne voyez pas d'effet avant la guerre, mais si vous voulez, la mortalité joue sur les brevets après la guerre. Avant la guerre, elle ne joue pas. D'accord ? Il peut y avoir des variations de mortalité, on ne voit pas d'un truc à l'autre, il y a des variations, elles ne sont pas importantes avant la guerre, elles deviennent très importantes après la guerre. D'accord ? Là, elles affectent vraiment l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'un écart type? À quoi correspond cette hausse d'un écart type? L'écart type est un indicateur utilisé en statistique pour mesurer la dispersion des valeurs prises par une même variable. Pour le dire plus simplement, plus une variable prend des valeurs très éloignées, plus l'écart type est grand. On calcule l'écart type en mesurant l'écart entre chaque valeur de la variable et leur moyenne, et puis en faisant la moyenne de ces écarts. Plus simplement, l'écart type correspond à l'écart que l'on trouvera en moyenne entre une valeur de la variable et la valeur moyenne de cette variable. D'accord ? Et si on revient à notre exemple, eh bien, un écart type correspond à la différence qu'on observe en moyenne entre la mortalité moyenne en France et la mortalité d'un département en particulier. Dire qu'on augmente la mortalité d'un écart type revient à comparer l'effet de la mortalité sur un département représentatif et sur un département tiré au hasard. D'accord ? Cela permet de s'intéresser à un écart de mortalité qui est assez courant au sein des départements. Alors, en moyenne, entre 1919 et 1936, la pénurie de main-d'œuvre, provoquée par une hausse de la mortalité d'une unité, se traduit par une hausse de 2 brevets. Donc, pour chaque unité, pour chaque écart type, eh bien, j'ai une hausse de 2 brevets pour 100 000 habitants par an de l'innovation. Cet effet apparaît essentiellement après 1920. Donc, s'il y a des variations de mortalité avant la guerre, pas d'effet, mais toute variation par rapport à la moyenne de la mortalité a un effet après la guerre sur l'innovation, d'accord ? Pas d'effet avant, mais un effet après. Si vous êtes différent de la moyenne, ça n'a aucune importance sur l'innovation avant, ça commence à avoir l'importance sur l'innovation après. Voilà. Alors, un département situé dans le quartile, alors les quartiles, c'est-à-dire les 25% le supérieur, d'accord ? Donc, je regarde dans la mortalité, donc, je classe les départements par taux de mortalité excessive, et je regarde le quart qui a la mortalité excessive la plus grande, le surplus de mortalité le plus grand. Donc, je regarde ce quart-là, et bien là, ça va être une variation, un écart type de plus, ça sera 3 brevets de plus par an. D'accord ? Donc, c'est pas seulement qu'en moyenne, je sais qu'un écart type, ça vous donne, c'est que ceux qui sont le plus touchés vont innover plus que les autres. Donc, déjà, c'est intéressant, on voit déjà un effet que parmi ceux qui sont touchés, il y a ceux qui sont le plus touchés. Ceux qui sont le plus touchés, ils vont augmenter l'innovation plus que ceux qui sont moins touchés. D'accord ? Donc, ça me rapproche de la causalité quand même. L'effet est plus important dans les départements où l'agriculture était très intensive en travail avant la guerre. C'est 25% des départements les plus intensifs. Donc environ, pour cela, donc si je regarde, donc je suis dans le quartile, je regarde les 25% où il y a le plus de mortalité, et je regarde ceux qui sont intensifs en machine, ceux qui sont où l'agriculture était intensive en travail, c'est-à-dire les départements, je prends les 25% de départements, donc je prends les 25% de mortalité la plus grande, mais je prends en même temps les 25% des départements qui étaient le plus intensifs en travail agricole, et bien là, c'est une augmentation de 5 brevets. Vous voyez, un écart type de plus, ça vous donne 5 brevets en plus, pas 2%. 2, c'est tout le total. 3, c'est ceux qui sont la mortalité la plus grande. Et si je mets mortalité la plus grande croisée avec l'intensité en travail agricole, eh bien là, je passe de 3 à 5. D'accord ? Et on voit bien à chaque fois que ça va dans le sens de si je suis très touché en termes de mortalité et qu'en plus, je dépendais beaucoup de travail agricole, là, j'ai 5 vous voyez, c'est plus que 2 fois la moyenne nationale, d'accord ? En termes d'augmentation d'innovation. D'accord, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que les auteurs vont faire ? C'est extrapoler ces résultats pour estimer la hausse totale du nombre de brevets en France provoquée par la pénurie de main-d'œuvre. Donc ils vont agréger, ils voient d'un département à l'autre, ensuite ils disent moi je veux savoir, je sais qu'il y a eu une hausse de l'innovation, et je veux savoir quelle est la part de cette hausse de l'innovation. Je vous ai bien montré qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un rebond de l'innovation. Je veux savoir, au total, quelle est la part de ce rebond qui est due à la pénurie, qui est due à la mortalité. D'accord ? Vous comprenez ?
Je vous ai montré au début que l'innovation, elle rebondissait après la guerre. Je vous ai ensuite expliqué que ça a à voir avec la mortalité, parce que les départements où il y a le plus de mortalité et qui dépendent le plus du travail agricole, ben, eux, ils réagissent davantage. Mais je veux pouvoir, à partir de ça, revenir au truc initial et vous dire, ben voilà, il y a eu ce rebond d'innovation. Qu'est-ce qui est dû à la pénurie? Ce n'est pas entièrement dû à la pénurie, il y a eu d'autres choses. Quelle est la part de de ce rebond total qui est dû à la pénurie? D'accord? Et eh bien, on voit qu'il y a une hausse de 500 brevets par an, soit 10% du nombre total de brevets déposés chaque année en France avant la guerre. Donc c'est quand même très important. Donc si je regarde la hausse totale du nombre de brevets en France provoquée par la pénurie, je passe, eh bien, c'est une hausse de 500 brevets par an, c'est-à-dire 10% du nombre total des brevets déposés avant la guerre. Vous voyez, donc c'est quand même important. C'est-à-dire que 10% de plus par rapport à ce qui était posé avant la guerre, ça dit le 10% de plus de brevets, il y aura une augmentation qui est plus que 10% de plus, mais 10% l'équivalent de 10% des brevets, du total des brevets déposés chaque année en France avant la guerre, eh bien, cet accroissement-là est dû vraiment directement à la pénurie. Donc la pénurie a joué un rôle important. C'était un des facteurs importants. Ce n'est pas le seul facteur de rebond, mais c'est un facteur significatif de rebond. D'accord. Alors, quels sont maintenant les mécanismes? Donc, on va regarder les mécanismes de plus près. À travers quels mécanismes la pénurie de main-d'œuvre conduit-elle à une hausse de l'innovation? Alors, cette pénurie pousse à innover dans des technologies permettant de diminuer l'intensité en travail. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben voilà, j'ai besoin de moins de travail, le travail est plus productif. Pour produire une unité de biens, j'ai besoin de moins de travail grâce au fait que j'ai du progrès technique. Tu comprends? Donc, je vais faire de l'innovation et j'ai besoin de moins de travail par unité produite. Donc, c'est comme ça que je pallie à ma pénurie de main-d'œuvre. D'accord? Chacun va produire. Voilà, Comment définir une innovation permettant d'économiser le travail? Alors, les auteurs commencent par identifier les classes de brevets liées à l'agriculture. Il y a le travail agricole du sol, la plantation, fertilisation, récolte et fauchage, transformation des récoltes, horticulture et culture des plantes, lutte contre les nuisibles et protection des plantes. Ils effectuent ensuite une comparaison sémantique entre ces brevets et l'ensemble des brevets pour isoler deux groupes. Il y a des brevets économisants, donc ils regardent les mots, ils regardent, vous savez, ils lisent le contenu des brevets et ils utilisent le texte des brevets pour, vous voyez, c'est ça qui est très nouveau, c'est une méthodologie, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant, mais maintenant, c'est avec le machine learning qu'on peut faire ça beaucoup plus facilement, c'est d'identifier des similitudes de mots entre brevets. Et donc, ça vous donne des mesures de proximité de brevets. Vous voyez, c'est plus près de ça, parce que les mêmes mots reviennent plus souvent. D'accord? Ça, c'est très nouveau. Ça date de peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans. C'est très récent que maintenant, on a des analyses de texte dans les travaux sur les brevets et l'innovation. C'est vraiment... Voilà. Et Bergeau est absolument à la frontière de cette ligne de recherche-là. Alors, les brevets, donc ils regardent, ils disent, voilà, il y a deux groupes. Il y a les brevets économisants du travail. C'est le top 10% des brevets les plus proches sémantiquement. Et les brevets n'économisant pas de travail. Donc, je regarde par rapport au début, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais d'abord des classes de brevets liées à l'agriculture. Et puis, ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde les brevets liés à l'agriculture et l'ensemble des brevets. Et donc, c'est des brevets qui sont très proches des brevets agricoles. C'est des brevets qui économisent le travail, proches de ces. Ça, c'est des brevets, vous voyez, qui économisent du travail. Donc, je définis une classe de brevets agricoles qui économisent du travail. Ensuite, je prends l'ensemble des brevets et je vois ceux qui sont proches de ces brevets-là, agricoles, qui économisent du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les brevets les plus proches de ces brevets agricoles économisant du travail, je les appelle brevets économisant du travail, et les brevets les plus proches, les plus éloignés de ces brevets agricoles qui économisent du travail, je les appelle brevets qui n'économisent pas du travail. D'accord? Donc, par exemple, l'économie de technologie économisant du travail, le brevet déposé par Étienne Joseph Ernest Go pour une nouvelle machine accélérant et semi-automatisant la plantation de pommes de terre. Voilà, donc le graphique représente le nombre de brevets déposés chaque année, divisé par le nombre en 2013. La courbe orange représente le brevet permettant une substitution du capital au travail, et la courbe bleue représente tous les autres brevets. Et vous voyez que les brevets qui permettent d'économiser du travail, eh bien, ils ont beaucoup plus augmenté que les autres. Donc c'est intéressant. Donc j'avais dit d'abord que les zones les plus touchées par la mortalité et où il y avait le plus de travail agricole innovent plus que les autres, mais maintenant j'ai été regarder le type d'innovation et je vois que ce qui rebondit particulièrement,
c'est la production de brevets qui économise, qui permet davantage de substitution du capital au travail. D'accord? Alors, avant et pendant la guerre, les brevets liés à des innovations permettant d'économiser la force de travail suivent une trajectoire similaire aux autres brevets. Vous ne voyez pas tellement de différence entre la courbe bleue et la courbe orange, enfin, les boules bleues et les boules oranges. Mais après la guerre, eh bien, les premiers croissent beaucoup plus vite que les seconds. Vous voyez la courbe orange qui passe vraiment au-dessus de la courbe bleue. D'accord? La pénurie de travail n'a donc pas seulement influencé l'innovation en quantité, mais aussi en direction. Je vous avais dit qu'on innove plus pour échapper à la pénurie, mais on innove dans ce qui économise le travail. Donc là, il y a un choix de direction du changement technique. D'accord? Et là, ils mettent en évidence un effet, pas seulement donc d'intensité de l'innovation, mais de direction de l'innovation. C'est très important, ça. L'innovation verte, ça, oui, là encore, je me suis fait... Oh là là. Oh, maman. Alors... Voilà. Madre Dios, comme on dit en espagnol, non? Pas d'espagnol en espagnol? Hein, c'est pas... Dios mio, je crois qu'on dit plutôt. Voilà. Alors, est-ce que cette divergence est le fruit d'autres facteurs ou est-il possible d'identifier l'effet causal de la pénurie de main-d'œuvre? D'accord? Donc, on continue toujours dans notre quête de causalité, d'effet causal. Le graphique représente ici l'effet à différentes dates d'une hausse d'une unité du surplus de mortalité durant la Première Guerre mondiale sur le nombre de brevets déposés pour des technologies classées comme n'économisant pas le travail. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien, il ne se passe rien, quoi. L'électrocardiogramme est plat. Vous voyez que là, d'avoir plus ou moins de mortalité ne me fait pas changer du tout ma courbe d'innovation n'économisant pas le travail. D'accord? Par contre, donc on n'observe pas d'effet significatif de la mortalité, ce qu'on appelle le surplus de mortalité par rapport à la mortalité prédite, sur l'innovation qui n'économise pas le travail. La ligne horizontale indique un effet nul. Voilà, toujours, voilà. Donc par contre, l'effet est positif et significatif pour les technologies permettant d'économiser du travail. Vous voyez, donc on voit bien que là, si vous voulez, eh bien, le fait d'être un département avec plus de mortalité, eh bien, ça ne fait aucune différence avant la guerre, mais après la guerre, ça va faire des différences dans l'innovation, dans les technologies qui vous font économiser du travail. Vous voyez? D'accord? Y a-t-il des caractéristiques qui encouragent l'innovation pour un niveau de mortalité donné? Le capital humain initial amplifie l'effet de la pénurie. D'accord? Donc on peut vouloir dire, voilà, et déjà je sais qu'ils vont aller vers des innovations qui économisent du travail, mais je peux savoir aussi s'il n'y a pas des interactions. C'est ce que j'appelle des effets d'interaction. Est-ce que ce n'est pas plus vrai dans certains types de départements que dans d'autres? Donc j'ai bien mis en évidence que les départements les plus touchés par la mortalité, plus dépendants des travails agricoles, vont innover davantage dans les technologies qui économisent du travail, mais j'aimerais savoir si c'est plus vrai parmi eux, pour des départements qui ont d'autres caractéristiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de l'interaction que je regarde là maintenant. Et donc par exemple, le capital humain initial amplifie l'effet de pénurie, parce qu'effectivement, seuls les départements qui ont la capacité de la faire innovent pour répondre au manque de main-d'œuvre. C'est évident que si je n'ai pas de capital humain, je ne peux pas innover. Donc on va dire, voilà, peut-être qu'il y a quand même du capital humain qui te permet de faire de l'innovation. Tu dis, il y a pas que il y a le fait que j'échappe à la pénurie, mais il faut que je sois capable de le faire. Si j'ai personne qui peut innover, je ne fais rien. D'accord. OK. Pourquoi le capital humain initial joue-t-il un tel rôle? Plusieurs facteurs explicatifs. D'abord, les innovateurs doivent avoir une compréhension fine des besoins auxquels l'innovation apportera une réponse. Cette compréhension est plus facile et moins chère à obtenir lorsque l'inventeur est physiquement proche. Donc c'est important qu'il y ait des gens, vous voyez, qu'il y ait des gens qui ne soient pas uniquement basés à Paris ou voilà, qui puissent être sur place et qui sont quand même des gens qui comprennent la technologie. D'accord. Il y a ensuite un effet d'entraînement. Dans les départements à haut niveau d'éducation, un innovateur bénéficie de la proximité d'autres experts, mais aussi de fournisseurs, ce qui encourage l'innovation. Voilà. Donc c'est vrai que là où vous avez, avant la guerre, eh bien, une masse critique de gens qualifiés, voyez, l'effet devrait être plus fort. Donc, exemple de l'importance d'un ancrage local des innovateurs, il y a de grandes différences entre une machine conçue pour des champs vastes et plats de la Beauce et une autre conçue pour l'agriculture spécialisée en terrasses d'autres régions. Alors, pour mesurer le capital humain, comment je fais? Eh bien, comment font les auteurs? Ils distinguent deux groupes en fonction de la proportion
des jeunes ayant atteint un niveau scolaire de base. D'abord, un haut niveau de capital humain, le département fait partie des 25% des départements ayant la plus forte proportion voilà, avec ce niveau scolaire. Voilà. Donc ils considèrent un niveau scolaire lors de la conscription et disent, voilà, eh bien, je regarde les départements qui ont atteint ou au moins 25%, ou disons, voilà, quelle est la proportion? Je regarde la proportion des gens qui ont atteint le niveau scolaire et je veux dire que, voilà, au niveau de capital humain, je regarde les 25% de départements qui ont la plus forte proportion de jeunes hommes qui ont ce niveau-là. D'accord? Le graphique, là, compare l'effet de l'innovation d'une hausse d'une unité de la mortalité excessive entre départements à haut capital humain et les autres. D'accord? Et on voit qu'il y a un effet positif. Là, ici, ça veut dire que les départements à haut capital humain innovent plus que les autres quand ils sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Je prends comme groupe de contrôle le département. C'est le groupe de contrôle, groupe de traitement, groupe de contrôle. Le groupe de traitement, c'est les départements qui ont un capital humain plus élevé comparé aux autres départements qui sont la référence. D'accord? Donc, par rapport, vous voyez qu'avant, il n'y a pas de différence avant la guerre, mais après la guerre, c'est les départements à fort capital humain sont ceux qui vont davantage. Donc là, c'est la capacité d'innover, quoi. Ils ont une capacité plus grande d'innover, donc ils répondent davantage. La réponse est plus grande. Il faut la cause, mais il faut la capacité pour pouvoir répondre. Hein. D'accord? L'effet significatif aux alentours de plus 6 brevets pour 100 000. Vous vous rappelez, 5 brevets, 6 brevets. Eh bien, voilà. Donc, quand je me restreins aux départements où il y a le capital humain le plus élevé, là, c'est plus de 5 brevets de plus, c'est 6 brevets de plus par rapport à avant la guerre. Voilà. L'effet de la pénurie de main-d'œuvre est donc 3 fois plus important parce que le 2%, c'était la moyenne dans les zones à haut capital humain. Donc, en moyenne, c'était 2 sur tout l'ensemble des départements. Et si je me restreins aux 25% des départements avec le plus fort capital humain, eh bien, je multiplie par 3, de 2 à 6 brevets de plus. D'accord? Donc la nécessité ne suffit pas, la capacité joue aussi un rôle. Donc on innove par nécessité, mais il faut être capable d'innover, quoi. Tu vois? Donc il faut la nécessité. La nécessité, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut également la capacité d'innover, de répondre à cette rareté. Pour confirmer les résultats, les auteurs s'intéressent à 2 mesures alternatives du niveau d'éducation, le taux moyen de scolarisation des enfants de 5 à 15 ans à partir de recensements menés entre 1861 et 1901, et la proportion des jeunes hommes conscrits en 1901 ayant obtenu le baccalauréat. D'accord? Et donc là, vous avez le premier, c'est ici, la deuxième carte, c'est ici. D'accord? Donc vous voyez comment les départements se différencient. Et ce qui montre également, eh bien, c'est la même chose, c'est que eh bien, si je compare, je prends les 25% des départements avec le taux, ce que j'avais là, les 25% par rapport aux autres départements qui ont le taux de scolarisation le plus élevé, entre 5 et 15, ou bien si je prends les 25% de départements où la proportion de jeunes hommes ayant obtenu le baccalauréat est le plus élevé par rapport à la moyenne, par rapport à l'ensemble des départements, eh bien, vous voyez que dans chaque cas, l'effet sur l'innovation est beaucoup plus élevé. D'accord? C'est une autre manière de dire, voilà, c'est là où le capital humain est le plus important, que l'effet de la pénurie sur l'innovation va être la plus forte. Alors, toutes les éducations ont-elles un effet identique? Alors là, bon, ils font ça, moi je ne prends pas position. À l'époque, le système scolaire, je pense que ça a changé depuis. Je pense que maintenant les choses je ne sais pas, se sont inversées, mais on n'est plus du tout dans le même monde. Mais ils regardent, le système français à l'époque est constitué de 2 types d'écoles, l'instruction publique laïque, l'instruction privée religieuse. D'accord? Et les 2 systèmes proposent des cursus relativement différents. Les auteurs étudient si ces différences ont un effet sur l'innovation. Et voilà, donc là, bon, c'est l'époque, hein, c'était des différences privées-publiques de l'époque. Je pense que maintenant, bon, ça s'applique moins, je pense que tu as, voilà, Stanislas versus le lycée Montaigne, je me restreins au 6e arrondissement, mais voilà. Alors, on se concentre ici sur les départements. Voilà, donc on se concentre ici sur les départements où la part de l'enseignement catholique est supérieure à la médiane nationale, d'accord? Et à hausse de mortalité donnée, l'effet d'un capital humain plus élevé avant-guerre est non significatif. Bon, ça, c'est le... Voilà. Par contre, il trouve que l'instruction catholique ne semble pas tellement favorisée à l'époque. Mais à nouveau, les choses ont beaucoup changé. Hein.
Donc là, voilà. On peut l'expliquer par l'accent mis dans le curriculum sur les humanités et la théologie à l'époque. Toujours à l'époque. Hein. Je fais attention maintenant. Vous savez que ça, c'est un des trucs du Nobel. Il faut faire vachement attention à ce que vous dites, parce que n'importe quoi que vous dites, ça se retrouve après dans les réseaux, et il faut faire très attention. Très attention. Et comme moi, je suis un grand gaffeur devant l'Éternel, très difficile pour moi, très compliqué. Je ne pourrais jamais être un homme politique, jamais. Trop gaffeur. Je suis trop chercheur et trop gaffeur. Alors, voilà. Donc, un tel enseignement ne permet pas d'acquérir les compétences techniques qui sont essentielles à l'innovation. Évidemment, maintenant, si on regarde l'inverse, l'éducation laïque a un effet fort sur l'innovation. Ça s'explique par un programme éducatif plus technique qui faciliterait l'émergence d'innovation. Voilà. Et là, vous voyez l'effet. C'est intéressant. Alors, si la durée de l'éducation joue un rôle important dans l'acquisition, si la durée d'études joue un rôle important dans l'acquisition d'un capital humain, elle n'est pas la seule. Ce que l'on apprend à l'école est aussi très important. Ces conclusions sont intéressantes pour penser le rôle des investissements publics dans l'éducation. Voilà. Si la hausse de mortalité encourage l'innovation par le biais de la pénurie, elle vient aussi diminuer le capital humain. Ça, c'est un autre problème. Donc, évidemment, j'ai dit que le capital humain, c'est important, mais il y a eu quand même... la guerre a porté atteinte au capital humain, d'accord ? Donc, lorsque la mortalité touche des innovateurs ou des innovateurs en devenir, elle limite la capacité future. Moi, je vous ai dit, à mortalité donnée, davantage de capital humain, vous innovez davantage, mais le problème, c'est que la mortalité touche également des innovateurs, d'accord ? Donc ça, ils continuent de regarder ça. Donc, pour étudier la mortalité des innovateurs, les auteurs croisent des noms des inventeurs ayant déposé un brevet entre 1900 et 1913 et ceux des soldats décédés. Environ 8000 inventeurs, 10% sont morts pendant la Première Guerre mondiale. D'accord ? Ce taux de mortalité est plus faible que la moyenne nationale, mais il constitue une perte significative. Deux exemples d'innovateurs morts lors de la Première Guerre mondiale. Alexandre-Marie Danlos, détenteur d'un brevet de signalisation ferroviaire, engagé lors de la bataille de la Marne, meurt au début 1916. Charles-Henri Linker, officier d'aviation, détenteur de 10 brevets dans le domaine des transports, meurt en 1914. Ces pertes touchent particulièrement les jeunes élites intellectuelles du pays, engagées comme sous-officiers. Ces jeunes étudiants prometteurs, notamment des ingénieurs et des scientifiques, sont alignés en première ligne avec leurs troupes et subissent de fortes pertes. On parle à l'époque de blessures à la tête pour évoquer ce drame. Deux exemples, les polytechniciens, 800 décèdent pendant la guerre. C'est l'hécatombe, hein. 20% des cohortes 1911-1918 ne reviennent pas du front. Les normaliens, 45% des cohortes meurent pendant la guerre. C'est faux, j'aurais pensé que c'était le contraire, moi, que c'était plutôt les polytechniciens. Mais peut-être les normaliens n'ont pas d'armes, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est fou, j'aurais pensé que c'était le contraire, que vous étiez davantage vous étiez moins, peut-être davantage au front, peut-être. C'est ça, les autres sont officiers, bon, moins, je ne sais. C'est intéressant, c'est très curieux. Joseph Martin, Normalien Sciences, août 1914, appelé comme sergent au 38e régiment d'infanterie coloniale. Il est tué en sortant de sa tranchée à la tête de ses hommes. Voilà. Donc le graphique représente l'effet d'une hausse d'une unité de mortalité excessive sur le nombre de brevets déposés dans un département donné pour une technologie donnée. D'accord ? Mesure de la mortalité des innovateurs, le nombre d'inventeurs ayant déposé un brevet tué à la guerre divisé par le nombre total d'inventeurs. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, eh bien, la mortalité des inventeurs a un effet négatif significatif et durable sur l'innovation. D'accord ? Donc, c'est en moyenne une hausse d'une unité de mortalité des inventeurs d'un département spécialisé eh bien, entraîne une baisse de 0,75 brevets de l'innovation dans ce département pour cette technologie. Vous voyez, donc effectivement, c'est plutôt là où il y avait... Donc, pour résumer, c'est là où la mortalité est la plus forte et le travail agricole le plus fort que l'effet sur l'innovation est le plus important et où il y avait du capital humain élevé, mais dès que je mets évidemment les pertes en capital humain, là où il se perd du capital humain, évidemment, eh bien, ça fait un gros bémol, quoi, évidemment, puisque je perds les innovateurs. Hein. Voilà. Donc, au total, l'adversité que représente un conflit a un effet positif sur l'innovation à travers la pénurie de main-d'œuvre créée par la mortalité parmi les travailleurs. Si le conflit a aussi un effet négatif sur l'innovation, réduisant le stock d'innovateurs dans le cas de la Première Guerre mondiale, cet effet est plus que contrebalancé au niveau agrégé par celui de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que, quelque part, il y avait un effet direct de la guerre, ce qui avait moins d'innovateurs, mais comme il y a eu une incitation à échapper à la pénurie, malgré le fait que la guerre ait
tué des innovateurs. Malgré ça, comme il y avait cette forte incitation à échapper à la pénurie, eh bien, malgré tout, il y a ce rebond d'innovation après la guerre. D'accord? Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième. Donc, voilà. Donc, plus généralement, est-ce que l'adversité joue un rôle dans le décollage économique? D'accord? On passe maintenant à la deuxième partie. Voilà. On aura fini pour l'admis, je pense, aujourd'hui, même avant. Je vais prendre un peu d'eau. Donc cette courbe-là, vous l'avez vue 1 milliard de fois maintenant. La fameuse courbe de Madison. D'accord, le fameux décollage. Et voilà. Donc on a vu, la croissance économique décolle en Angleterre autour de 1820. Ce décollage coïncide avec la première des 4 vagues technologiques, c'est-à-dire celle de la machine à vapeur. D'accord ? Il y en aura une deuxième, comme vous le savez, qui est la révolution de l'électricité, qui va décoller en 1820-1830 aux États-Unis. La troisième vague, c'est celle des technologies. La troisième vague, c'est celle des technologies de l'information, et elle, ça décolle entre 1995 et 2005 aux États-Unis. Et maintenant, je pense qu'on a une quatrième vague, qui est celle de l'intelligence artificielle. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis des nouvelles slides, j'ai actualisé mes transparents après le cours de la dernière fois, donc vous pouvez vouloir reporter au cours de la dernière fois. Ok, d'accord. Alors maintenant, on voudrait savoir, est-ce que l'adversité a pu jouer un rôle dans le décollage de la croissance, quelque part, voilà. Et là, c'est un papier de Hans-Joachim Vogt, voilà, et co-auteur. Hans-Joachim, il est à Zurich, mais je crois qu'il passe du temps en Espagne également. Et je vais le retrouver à Stockholm, parce qu'il est très proche de Mokyr, et il fait partie des invités de Joel Mokyr. Voilà, je crois, il sera là. Donc, que font ces auteurs? Ils cherchent à étudier les déterminants du progrès technologique durant la révolution industrielle de la machine à vapeur. Donc, ils vont mettre l'accent sur le rôle du capital humain et de la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, ce qu'ils vont essayer d'expliquer, c'est que là où le décollage a lieu le plus rapidement, c'est là où la pénurie est la plus grande. Donc, ils vont se restreindre à la période du décollage, ce que je n'ai pas fait là. Moi, j'ai regardé la Première Guerre mondiale, qui est donc après le décollage, la Première Guerre mondiale. Eux, ils remontent au décollage, et ils essaient de voir si le décollage n'est pas plus prononcé là où il y a le plus de pénurie. D'accord? Donc, je continue. Donc, voilà. Donc, il s'intéresse en fait à l'effet de la pénurie de main-d'œuvre sur 2 facettes de l'innovation. L'adoption de technologies existantes, le côté diffusion des vagues technologiques, et l'amélioration de ces technologies, le volet perfectibilité des vagues technologiques. D'accord? Donc, voilà, ils vont dire, est-ce que je vais davantage, je vais adopter davantage des technologies existantes dans des régions où la pénurie est plus grande, et 2, est-ce que je vais davantage améliorer les technologies dans des régions où il y a davantage de pénurie de main-d'œuvre. D'accord? Donc, c'est ça qu'ils regardent. Alors, comme l'article précédent, ils étudient un exemple historique de conflit. Ils s'intéressent aux guerres de la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Alors, c'est intéressant. Donc, comme vous le savez, Louis XVI décapité en 1793. Une alliance entre l'Autriche, Hongrie, la Prusse, la Grande-Bretagne, les Provinces unies, la Russie, l'Espagne lance alors une campagne pour envahir la France. S'ensuivent 2 décennies de conflits meurtriers en Europe. En 1815, après son retour d'exil de l'île d'Elbe, Napoléon est à nouveau vaincu à Waterloo, marquant la fin du conflit. Bon, tout ça, vous le savez très bien. En Grande-Bretagne, ces guerres se traduisent par un recrutement massif de jeunes hommes pour servir dans les armées du royaume. D'accord? Le côté Wellington, quoi. Hein? Voilà. L'infanterie et la marine ont des besoins importants en main-d'œuvre. En 1813, 350 000 hommes servent dans la marine et l'infanterie britannique, c'est-à-dire entre 10 et 14% de la main-d'œuvre masculine. Et donc, ils vont explorer ça. Donc, non seulement le nombre de soldats augmente, mais la mortalité nécessite de sans cesse renouveler les effectifs. Les décès au combat sont relativement rares, mais bon nombre de soldats sont frappés par la maladie. Au total, on estime à plus de 300 000 les pertes des armées britanniques sur la seule période 1804-1815. Ça va créer de la pénurie, évidemment, de main-d'œuvre. Pour faire face à ces besoins très importants, un intense recrutement est effectué dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Près de 43% des recrues de l'infanterie sont des travailleurs journaliers
auquel il faut ajouter 7% de fermiers. Dans la marine, le recrutement se concentre sur les marins. Donc, à première vue, ce recrutement n'a pas d'effet sur la main-d'œuvre agricole disponible. D'accord ? Donc là, pour l'infanterie, là, ça affecte la main-d'œuvre disponible pour l'agriculture, tandis que les marins restent entre marins. Voilà, d'accord ? Alors, mais le départ des marins influence indirectement le marché du travail agricole, certains travailleurs agricoles remplaçant au sein de la marine marchande des marins enrôlés. Donc il y a quand même un petit peu de substitution. On fait quand même venir, il y a quand même un peu de réallocation. Voilà, il y a des travailleurs agricoles qui vont en partie remplacer des marins enrôlés. Alors je continue. Donc il y a des chocs de demande de travail, d'accord ? Et ça entraîne une pénurie de main-d'œuvre en Grande-Bretagne, parce que ce qui se passe, c'est bien qu'il y a donc, on demande, voilà, il y a ces chocs, il y a des travailleurs qui sont enrôlés, qui doivent partir, et ces chocs-là vont provoquer des pénuries de main-d'œuvre en Grande-Bretagne. Alors la pénurie n'est pas compensée par un afflux d'immigrants, ce qui provoque des hausses de salaire à nouveau. D'accord ? Comme dans le cas de la France, après la Première Guerre mondiale, ces hausses de salaire peuvent avoir encouragé l'innovation. D'accord ? Donc on va regarder. Alors les zones situées sur les côtes connaissent un recrutement plus intensif de la part de la marine britannique que les autres. Donc en fait, ces zones se caractérisent également par une adoption plus précoce de machines permettant d'économiser du travail. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Là, on joue sur le côté côtier. Dans les côtes, davantage de la pénurie se fait sentir, et donc davantage, voilà. Et on va voir qu'il y a une adoption plus précoce de machines. Donc il y a une enquête sur l'état de l'agriculture dans le comté de Dorset, et je donne une citation. Un grand nombre de batteuses ont été construites dans ce comté. La principale raison de leur utilisation est la pénurie de travailleurs qu'on s'attendrait en temps de guerre à voir toucher plus durement les régions côtières. Mais peut-être d'autres facteurs explique-t-il cette adoption plus rapide de machines substituables au travail humain? Peut-on identifier aussi un effet causal? Donc il se peut qu'il y ait des facteurs qui ne soient pas, voilà, qu'on n'ait pas directement un effet causal de l'adversité sur l'adoption, mais qu'il y ait des facteurs, voilà, que ce soit d'autres facteurs qui viennent en fait télescoper un possible effet causal. Voilà. Alors les données, il y a différentes bases de données en fait. Une liste complète des individus recrutés par les armées britanniques durant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, une cartographie de la répartition des origines géographiques des personnels de certains navires permet d'estimer l'intensité de recrutement dans différentes zones, des données sur l'adoption de 10 technologies, voilà, 7 sont substituables au travail, 3 non substituables. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'avais regardé on avait regardé les technologies qui économisaient du travail dans l'agriculture, et je regardais après les brevets, quels sont les brevets où le texte est le plus semblable ou le moins semblable à ces technologies agricoles qui permettent de substituer du capital ou du travail. Là, on a pareil, on peut identifier des technologies plus ou moins substituables au travail. D'accord, à partir de publicités dans les journaux locaux. Donc, eux, ils regardent du texte dans les publicités dans les journaux locaux. Ce n'est pas des brevets qu'ils regardent, ce n'est pas de texte de brevets, c'est des publicités dans les journaux locaux. Alors, le nombre et la qualité des machines agricoles expérimentales présentées à des réunions de la Royal Agricultural Society, qui donne une bonne idée, un bon reflet du niveau d'innovation. C'est des innovations incrémentales, ce n'est pas des innovations fondamentales, c'est des petites innovations. À partir de ces données, les auteurs établissent un découpage géographique de la Grande-Bretagne en unités hexagonales. Ils excluent de leur étude, les unités urbaines, ils étudient leurs études sur les unités urbaines, celles dont la population est nulle et celles pour lesquelles il manque des données. Leur analyse porte donc sur 2600 unités couvrant une large partie du territoire du Royaume-Uni. Les cartes ci-jointes représentent le nombre de recrues dans l'infanterie et de la marine pour 1000 habitants. Cette variable est établie à partir d'un certain nombre de registres indiquant l'origine géographique des soldats et des marins. Vous voyez qu'on recrute beaucoup là, beaucoup de gens dans cette région. Donc c'est des régions où la pénurie devrait être beaucoup plus grande, là et là. Ouais. On constate une forte variation de cette variable varie énormément d'une région à l'autre de la Grande-Bretagne. C'est cette variation que les auteurs vont exploiter pour leur analyse, d'accord ? Donc les auteurs commencent par étudier dans quelle mesure le recrutement de troupes par les armées britanniques s'accompagne bien d'une pénurie de main-d'œuvre. Pour cela, ils s'intéressent au ratio entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans la population active de chaque unité géographique. Ce n'est pas des unités militaires, c'est des unités géographiques. Si les hommes enrôlés dans l'armée étaient remplacés par des travailleurs d'autres zones, il ne devrait pas y avoir en moyenne de différence dans ce ratio en fonction de l'intensité du recrutement. D'accord ?
Donc les graphiques représentent la distribution de ce ratio parmi les unités, entre unités géographiques. Donc situé au-dessus de la médiane en termes d'intensité, en trait plein, situé au-dessus de la médiane en termes d'intensité du recrutement. Alors là, je pense qu'il y a une qui est au-dessus et en dessous, non, je pense, d'accord, en pointillé. Et donc là, c'est le below médiane et above médiane, d'accord. Et ce qu'on voit finalement, c'est que, eh bien, que ce soit en 1901 ou en 1911, la courbe des unités géographiques dont l'intensité de recrutement est supérieure à la médiane est décalée à droite par rapport à celle des autres unités. C'est-à-dire que la différence, ça veut dire que, en fait, la différence, il y a un plus grand ratio femmes-hommes parmi les actifs dans les endroits où il y a davantage de recrutement. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, on compare hommes et femmes, là où il y a le plus de recrutement, on va voir que le ratio femmes-hommes va augmenter davantage. C'est ça, en fait, hein, d'accord. Alors, une plus forte intensité du recrutement militaire se traduit donc par une pénurie de main-d'œuvre plus aiguë. Mais quel est l'effet de cette pénurie sur la diffusion d'innovation? Donc là, on compare hommes-femmes et on dit c'est là où le ratio femmes-hommes augmente le plus que c'est un reflet d'une pénurie plus grande. Et on va voir l'effet de cette pénurie plus grande sur l'innovation, d'accord, ou sur l'adoption. Voilà. Alors, maintenant, donc les auteurs s'intéressent à l'effet de la pénurie de main-d'œuvre sur l'adoption d'innovations existantes en production agricole. Ils distinguent deux types d'innovations. Les innovations permettant d'économiser du travail en se substituant au travail. C'est donc, voilà. Et puis les autres innovations, d'accord? Donc ça, c'est ici les innovations qui se substituent au travail, et ça, c'est des innovations qui ne se substituent pas au travail. Les deux cartes représentent le nombre de machines de chacun des deux types adoptés par unité géographique, vous voyez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les zones les plus touchées vont davantage adopter des innovations qui économisent du travail. Voilà, donc c'est ça qui ressort de cette analyse. Donc, exemple de technologie permettant d'économiser de la force de travail, la batteuse. Elle est utilisée pour séparer le grain des autres parties de la céréale, tige, balle. Auparavant, le battage était très intensif en travail, représente environ 50% de la force de travail employée dans les fermes anglaises entre novembre et mars. La première batteuse est inventée par l'ingénieur Andrew Meikle, je ne sais pas, en Écosse à la fin du XVIIIe siècle. Elle utilise la force de chevaux. La machine est progressivement perfectionnée, utilisant la force hydraulique, puis la machine à vapeur. La batteuse se diffuse d'abord essentiellement dans le nord de l'Angleterre. Des salaires agricoles plus élevés l'y rendent compétitifs par rapport au travail humain. La pénurie de main-d'œuvre liée à la guerre entraîne la diffusion de la batteuse dans le sud de l'Angleterre. Voilà. C'est ça qui va se passer. Ça va accélérer la diffusion de la technologie de la batteuse qui était inventée dans le nord, dans des zones qui sont dans le sud, qui, elles, sont proches des lieux de combat. Hein, d'accord ? L'introduction de la batteuse produit des gains significatifs de productivité, ce qui permet d'économiser de la main-d'œuvre. La réponse de Burnham, un village de Buckinghamshire, à une enquête de Poor Law Commission: vos fermiers emploient-ils moins de bras qu'avant depuis que ces machines sont arrivées? Considérablement. Et la réponse: combien de mois faut-il à une batteuse pour battre la production d'une ferme qui prenait auparavant 10 mois aux hommes? Ils auront fini en 2 mois. Tu vois vraiment le labor saving, d'accord? La carte représente aussi, on voit différentes les unités géographiques en fonction de 2 caractéristiques. L'adoption de machines permettant d'économiser du travail. Plus cette adoption est forte, plus l'unité de couleur est en bleu. Et on voit que c'est à nouveau les zones proches des côtes, évidemment, où c'est les zones où la pénurie de main-d'œuvre est la plus grande, qu'on adopte le plus. C'est l'adoption de machines permettant d'économiser du travail. L'intensité du recrutement par l'infanterie et la marine, plus ce recrutement est intense, plus l'unité est orangée. Et vous voyez qu'il y a bien une coïncidence. Là où l'intensité de recrutement est la plus forte, c'est là que l'adoption de machines permettant d'économiser du travail est la plus grande. D'accord ? Voilà. Un carré clair signifie peu de machines et un recrutement faible. Un carré sombre signifie à la fois une forte adoption de machines et un recrutement intense. Le Pays de Galles concentre les unités avec un faible niveau pour les 2 variables. C'est un endroit où il ne se passe pas le Pays de Galles, c'est loin des zones de combat, et il y a peu de recrutement, et il y a peu d'adoption de ces machines. Ça va passer du nord au sud, et c'est vraiment vous voyez, quand vous prenez l'Eurostar, vous traversez les endroits où on a beaucoup adopté des machines. L'est de l'Angleterre est dans la situation inverse, vous voyez, là, c'est exactement le contraire. On retrouve des cas polaires un peu partout sur le territoire, d'accord ? Au total, 2/5 des unités relèvent d'un des 2 cas polaires, c'est-à-dire
une surreprésentation de 23%. C'est où on est dans très peu, où on est dans trop, quoi. Voilà. Alors, lorsque l'on regarde de plus près, on observe une forte corrélation entre l'intensité de recrutement et l'adoption de machines permettant d'économiser du travail. En revanche, le lien entre recrutement et adoption d'autres types de machines est très faible, voire non significatif. Vous voyez que donc, on voit bien un lien très fort entre intensité de recrutement et adoption de machines permettant d'économiser du travail, mais le lien avec l'adoption d'autres types de machines, il est inexistant. D'accord ? Vous voyez, là, le lien est très fort, vous voyez une pente très positive, et là, vous voyez une courbe quasiment horizontale. Problème, il existe un risque de biais dans l'estimation avec cette méthode. Il peut y avoir des erreurs de mesure, on étudie seulement une fraction, une partie des gens recrutés, pour lesquels on dispose d'informations sur leur origine géographique. Et puis, il y a des variables omises, on néglige l'importance d'autres variables influençant à la fois le recrutement et l'adoption. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de trouver à nouveau une variable instrumentale, c'est-à-dire, je voudrais quelque chose qui va affecter le recrutement et qui ne va affecter l'innovation que parce qu'elle affecte le recrutement. Vous voyez, c'est ça une variable instrumentale. Puisque je regarde l'effet des pénuries, du recrutement qui crée de la pénurie sur l'adoption. Je voudrais donc une source exogène de variation dans le recrutement qui ne va affecter l'innovation que parce qu'elle affecte le recrutement. C'est ça la variable instrumentale. D'accord ? Pour le moment, on a ce qu'on appelle en anglais du smoking gun. Tu vois, on sent que ça va dans le bon sens, mais on n'a pas encore mis l'accent, on n'a pas mis le doigt sur une variable instrumentale. C'est toujours important, la causalité, de trouver une variable instrumentale. Alors, la variable instrumentale, c'est la distance la plus courte à la haute mer, en neutralisant l'effet de la distance aux côtes et en se concentrant sur les zones à moins de 15 km de la côte. Voilà, d'accord ? Donc voilà, donc c'est vraiment là où on est le plus proche, c'est la distance la plus courte à la haute mer en neutralisant l'effet de la distance à la côte. Donc on va regarder les recrutements liés à la marine, d'accord ? Pour éviter de s'ensabler, les navires de guerre mouillent en haute mer lorsqu'ils envoient les hommes à terre pour recruter de nouveaux marins. Depuis la haute mer, de plus petites embarcations rejoignent la terre ferme la plus proche. Une fois à terre, on se met en place une intense campagne de recrutement au cours de laquelle bon nombre des recrues étaient contraintes à s'engager. Donc c'est là où la haute mer est le plus proche, que c'est beaucoup plus facile pour les embarcations de venir ensuite recruter et ramener sur les grands bateaux qui sont en haute mer, si la haute mer est proche. D'accord. Voilà. C'est assez malin, je dois dire. On a donné à cette forme de conscription forcée le nom de press, impressment en anglais. Pour forcer des individus à s'engager, la marine recourait à des gangs de presse. Ceux-ci étaient envoyés dans les pubs et les lieux de rassemblement locaux pour enrôler les jeunes hommes, quitte à les menacer. Waouh! Dis donc. Exemple, comparaison entre Clack Close en bleu et Smith Donne en rouge. Alors voilà, alors où est-ce que j'ai... situation économique démographique très similaire avant les guerres avec la France. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais Smith Donne est situé bien plus près de la haute mer. D'accord? On voit le rouge là? C'est où Smith Donne là-dessus? Moi je vois rien là. Vous le voyez vous? Ah ouais, non, ouais, c'est très bien. Non, mais ça veut dire que là je suis très fatigué là. Oui. Ça va pas du tout, d'accord. En rouge, d'accord. Alors, en conséquence, Smith Donne a un ratio de femmes-hommes dans sa population active plus élevé, d'accord, puisqu'elle est plus près de la haute mer, donc on va beaucoup plus recruter des hommes, et donc le ratio femmes-hommes va beaucoup plus évoluer à Smith Donne qu'à Clack Close, voilà, d'accord. L'unité adopte, en fait, eh bien, l'unité de Smith Donne va adopter, en fait, 3 fois plus de machines que sa voisine. Vous voyez, intéressant. Donc là, on voit vraiment, très similaire, mais il y en a une, elle est près de la haute mer, l'autre ne l'est pas. Et là, on voit la différence sur l'adoption. Alors, quand on analyse les données, on observe que la distance à la haute mer a un effet négatif significatif sur le recrutement par la Royal Navy. Ça, c'est ce qu'on appelle le first stage, d'accord? Ça, c'est l'effet de la distance sur le recrutement. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle le two-stage least square, c'est-à-dire la méthode des doubles moindres carrés, c'est-à-dire qu'on régresse l'innovation sur le recrutement, instrumenté par c'est-à-dire on régresse sur la partie du recrutement qui est expliquée par la distance à la haute mer, d'accord? C'est ça qu'on fait en fait. Et on voit qu'il y a un effet négatif et significatif sur l'adoption de machines et qu'aux gens travaillent, c'est-à-dire que si j'ai une distance plus élevée à la haute mer, je vais avoir
moins de recrutement, et donc moins de pénurie, et donc moins d'innovation. D'accord? Et c'est bien ce qu'on observe. Tu vois, la distance, l'effet de la distance, l'effet direct de la distance sur l'innovation qui économise du travail est négatif, mais après tu le fais, voilà, tu fais en fait l'effet sur le recrutement instrumenté. Donc on voit qu'il n'y a pas d'effet, et il n'y a pas d'effet significatif sur l'adoption d'autres types de machines, c'est-à-dire que la distance à la haute mer n'a pas d'effet. Donc l'effet de la distance à la haute mer, elle affecte négativement la distance à la haute mer affecte négativement le recrutement, et donc, enfin, c'est-à-dire plus de distance à la haute mer fait qu'on a moins de recrutement et donc moins d'innovation, d'accord? Mais c'est surtout les innovations qui économisent du travail. Les autres innovations ne sont pas affectées par ces différences-là. Ce sont les innovations qui économisent le travail qui sont affectées. Les autres ne le sont pas. Ça, c'est très important. Sinon, la démonstration ne serait pas valable. D'accord? Donc, on peut ensuite en déduire l'effet causal de la pénurie de main-d'œuvre sur l'adoption permettant d'économiser du travail. D'accord? Donc là, en fait, j'avais les formes réduites avant. C'est ça, en fait. Là, je regardais l'effet de la distance à la haute mer sur le recrutement, et je regardais l'effet direct, je regardais en fait la forme réduite, c'est-à-dire que je regardais l'effet du recrutement sur l'effet de la distance à la haute mer sur l'innovation, et il est négatif, évidemment, d'accord? Mais je veux savoir s'il est négatif parce qu'il y a un effet, est-ce que c'est parce que c'est moins de recrutement, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu avoir une autre raison pour laquelle la distance à la haute mer, une plus grande distance à la haute mer ne réduise l'innovation, tu vois, je veux dire. Et donc, et là, ce qu'on va montrer, c'est que, en fait, là où je fais vraiment les doubles moindres carrés, c'est là, et là, je vois que, en fait, quand je régresse, tu vois, je régresse l'innovation qui économise du travail sur le recrutement instrumenté par la distance à la haute mer, il n'y a pas d'effet direct de la haute mer. Tu vois ce que je veux dire? La haute mer, c'est vraiment un bon instrument, c'est-à-dire que la distance à la haute mer influe sur l'innovation parce qu'elle influe sur le recrutement. Il n'y a pas un effet direct de la haute mer dessus. Ça, c'est très important. Sinon, l'instrument n'est pas valable. D'accord? Et cet effet est large et significatif. En revanche, l'effet sur l'adoption de machines agricoles qui n'économisent pas du travail, eh bien, n'est pas significatif. D'accord? Donc là, on a vraiment mis en évidence l'effet causal. D'accord? Voilà. Les auteurs se posent la question des facteurs pouvant faciliter l'adoption des technologies, comme le papier précédent. Ils s'intéressent aussi à l'effet du stock de capital humain, comme les autres. Et en fait, eh bien, pour mesurer le stock de capital humain, ils regardent la formation d'apprentis avant le début de la guerre avec la France. Et eh bien, les compétences techniques étaient à l'époque essentiellement transmises par le biais de la pratique de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas tellement l'école à ce moment-là, c'est l'apprentissage. D'accord ? En l'absence d'école professionnelle, le savoir était dispensé par les maîtres artisans directement dans leurs ateliers. Ces maîtres accueillaient dans leur atelier un certain nombre de jeunes hommes qui apprenaient le métier tout en travaillant à leur service. Cette pratique était largement encadrée par des corporations professionnelles, c'est comme les guildes. Hein. On dispose de données sur le nombre d'apprentis, car un maître devait payer une taxe avant de commencer à former un nouvel apprenti. Donc ça, toujours, les taxes, ça sert à une chose, c'est avoir des statistiques. Hein. Voilà. Donc le graphique là représente le lien entre intensité du recrutement et adoption de technologies économisant le travail pour différentes concentrations d'apprentis. Et vous voyez que le lien, quand il n'y a pas d'apprentis, c'est en vert, quand il y a un seul apprenti, c'est en rouge, et plusieurs apprentis en bleu. D'accord ? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est là, la présence préalable de capital humain amplifie l'effet de la pénurie de main-d'œuvre. Il est 3 fois plus fort dans les zones comptant plus d'un apprenti. Je crois que là, il y a eu une inversion. Hein, d'accord ? On est d'accord, hein ? Voilà, en fait, si vous voulez, c'est le contraire, c'est-à-dire que le bleu, c'est là où il n'y avait pas, donc quand je reviens avant, voilà. Donc, je suis là, et je regarde, voilà, donc c'est le contraire. Hein. Aucun apprenti, c'est en bleu, un seul apprenti, c'est en rouge, et plusieurs apprentis, c'est en vert. Et c'est là où il y a plusieurs apprentis que l'effet est important. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est quand même... Alors l'éducation renforce donc, mais là l'éducation, c'est l'apprentissage. L'éducation renforce donc l'effet de l'adversité sur l'adoption d'innovation. L'adversité a-t-elle un effet sur l'innovation elle-même et non son adoption? Et là, pour regarder l'effet de la pénurie sur l'innovation elle-même, les auteurs se concentrent sur le cas de la batteuse. Nous l'avons vu précédemment, les vagues technologiques fonctionnent par perfectionnement progressif. Les auteurs vont s'intéresser aux progrès technologiques permettant d'améliorer l'efficacité de la batteuse, d'accord? Donc, la productivité des batteuses mises sur le marché a considérablement augmenté en Angleterre. Elle a été multipliée par près de 6 entre 1790 et 1872. Et en fait, les auteurs observent un lien fort et significatif entre l'adoption de batteuses et l'innovation dans l'efficacité des machines. Donc, ce n'est pas seulement qu'on adopte davantage, c'est qu'on on améliore, on avait dit dans des machines efficaces, d'accord? Plus une zone concentre de batteuses, plus les batteuses proposées par ses habitants sont productives. Voilà. Donc ça s'explique par un phénomène d'apprentissage par la pratique. Dans les zones où les machines sont plus nombreuses, l'utilisation régulière de ces machines conduit en fait à augmenter le rendement des machines. Voilà. Donc par son effet sur l'adoption des machines, la pénurie de main-d'œuvre a donc également un effet, par-delà son effet sur l'adoption, la pénurie de main-d'œuvre a également un effet sur l'innovation elle-même. Et donc voilà ce qu'il montre. Donc en fait, au total, l'adversité caractérisée par la pénurie de main-d'œuvre a contribué à la révolution industrielle par le biais de 2 canaux. Une diffusion des technologies existantes, on allait du nord au sud, hein, ça avait été inventé, les batteuses tout au nord de l'Angleterre, ça part au sud, mais ça évite le Pays de Galles, d'accord? Et puis par ailleurs, on perfectionne davantage ces technologies dans les zones où la pénurie est la plus grande. Donc voilà, et donc ça a contribué au décollage économique. Alors je ne vais pas dire que c'est grâce à Napoléon que ça, disons, ça a augmenté, voilà. Donc, mais les guerres ont joué un rôle, vous savez. Donc je parlais de l'éducation. Je vous ai déjà dit que Sedan donne Jules Ferry et que Iéna donne Humboldt. Hein, donc, mais je ne suis pas quelqu'un de, comment on appelle ça? Oh, les guerres là, pardon. Voilà. Alors, conclusion, l'innovation n'est pas seulement motivée par la perspective de rente économique future, elle peut aussi être encouragée par des contraintes qui induisent une forme d'adversité dans le contexte économique. Sous la pression de cette adversité, notamment de la pénurie de main-d'œuvre, eh bien, ça stimule l'innovation, que ce soit par l'adoption de technologies existantes ou l'amélioration de ces technologies. Donc voilà, et même au point d'accélérer le décollage économique. Voilà, et donc l'adversité peut être un facteur qui encourage. Mais voilà, donc c'est à l'intérieur d'un truc plus large, la contrainte. Alors je ne dis pas qu'il faut des contraintes pour avoir plus d'innovation, mais je dis qu'en tout cas c'est extraordinaire l'intelligence humaine, comment on essaie de se tirer des mauvais pas en innovant, et l'innovation est un moyen d'échapper et de faire face aux situations les plus difficiles. Et voilà, est-ce que l'Europe va essayer maintenant d'échapper? Voilà, on a une concurrence très féroce de la part des États-Unis et de la Chine. Est-ce qu'une manière, c'est de dire l'Europe baisse les bras, ou est-ce que l'Europe, au contraire, va se réveiller et faire face? La question, le problème, c'est est-ce que les Européens perçoivent le décrochage par rapport aux États-Unis et à la Chine comme un problème d'urgence? Et moi, ma peur, c'est que non. C'est que souvent, on réagit en Europe quand il y a le Covid, quand il y a la guerre. Là, on ressent l'urgence. Les statistiques qui vous montrent un décollage, un décrochage, je ne suis pas certain que les pays européens le perçoivent à nouveau comme un truc d'urgence. C'est ça ma crainte, malheureusement. Voilà. C'est là que les limites de la concurrence économique, j'ai toujours voulu, moi, que la concurrence économique vienne supplanter les guerres comme incitant à l'innovation. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Là, il se peut très bien que l'Europe baisse les bras face à la montée à la Chine et aux États-Unis et qu'elle décide finalement de ne pas faire. Voilà. Et donc, l'histoire nous dira comment l'Europe réagit ou ne réagit pas à la pression concurrentielle des États-Unis et de la Chine. Est-ce qu'on réagira à ça en essayant d'innover davantage, pas seulement dans la défense, mais également dans d'autres, dans la transition énergétique, dans les biotech, on est très bon. On est très très bon dans tout ce qui est biotech. On a des données de santé formidables. L'IA, par exemple, est-ce que la France va être dans la révolution de l'IA ou pas? Est-ce que, malgré les merveilleux mathématiciens qu'on a dans l'IA, est-ce qu'on va être partie prenante de cette révolution ou pas? C'est une grande question qui se pose en ce moment. Merci beaucoup.